Au-dessus des champs de maïs de l'Iowa, le vol United Airlines 232 est en situation critique. C'est bon. C'était quoi? L'un des 3 moteurs du DC-10 a explosé. L'avion est incontrôlable. Coupez les gaz. Un seul homme peut les aider à atterrir, et par chance, il se trouve dans la cabine. Danny Fitch en sait plus que quiconque sur le pilotage des DC-10. C'est comme ça que je suis passé de passager à membre d'équipage. Poussez, Al. À vous, poussez, laissez revenir. Mais rien dans sa vaste expérience ne l'a préparé à ce qu'il découvre. On a perdu les 3 systèmes hydrauliques. J'ai évalué la situation et j'en ai tiré une conclusion immédiate. Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Le vol 232 de United Airlines est à mi-chemin entre Denver, au Colorado, et Chicago. Le DC-10 vole à une altitude de croisière de 11 000 mètres. Il fait beau et le commandant et son copilote, tous deux anciens pilotes de chasse, sont détendus. On sera à Chicago à l'heure. L'appareil était en parfait état. On avait bu un petit café, le temps était dégagé, il n'y avait aucune raison pour que le vol se passe mal. C'est le jour des enfants chez United Airlines. Pour eux, le billet ne coûte qu'1 cent. Sur les 285 passagers, 52 sont des enfants. Merci pour les biscuits, Jan. Je peux avoir encore du café? Danny Fitch est pilote et instructeur de vol sur DC-10 chez United Airlines. C'était un vol tout à fait normal. On avait grimpé jusqu'à la bonne altitude, le déjeuner était terminé, les plateaux retirés, et j'ai demandé du café à l'hôtesse. Vous rentrez chez vous quelques jours? Oui, ça va me faire du bien. S'il vous plaît. Je reprendrai du café quand vous aurez une seconde. Merci. Jerry Schemmel est cadre dans un club de basketball. Il se rend à Chicago pour aller sélectionner des joueurs universitaires. C'était un vol très calme. Quand on a embarqué, on nous avait même dit qu'on ne prévoyait aucune turbulence. On allait passer 2 heures agréables jusqu'à Chicago. Il y a eu une explosion soudaine et on s'est retrouvé pris dans un tourbillon d'activité. Bill Rickards, le copilote, débranche immédiatement le pilote automatique et prend les commandes en manuel. C'est bon. C'était quoi? Aucune alarme ne s'est déclenchée, ni bip, ni sirène, ni lumière clignotante. Juste une grosse explosion, c'est tout. Il y a eu le bruit et un souffle a traversé la cabine. Ma première pensée a été qu'une bombe avait explosé. On était tous condamnés. Puis je me suis dit qu'on ne survivait pas à l'explosion d'une bombe dans un avion. Danny Fitch surveille attentivement toutes les réactions de l'appareil. Il n'y avait plus de café dans la tasse, il s'était répandu sur la nappe. Mes fesses n'étaient plus au milieu du siège, mais sur la coudoir gauche. Ensuite, on a ressenti de violents soubresauts pendant 10 secondes. Vérifiez les indicateurs. Les pilotes maîtrisent difficilement l'avion. Le commandant Haynes tente de comprendre ce qui se passe. L'avion tremblait tellement qu'il fallait se coller le nez sur le tableau de bord pour lire les instruments. On a perdu le moteur numéro 2. Le DC-10 est équipé de 3 moteurs. Le numéro 2 est monté sur la queue et il est gravement endommagé. Autour de moi, les gens étaient calmes, mais on voyait qu'ils étaient très inquiets. Comme moi, ils anticipaient ce qui pouvait se produire, et on savait que rien de positif ne s'annonçait. Bill Rickards ne parvient pas à stabiliser l'avion. On perd du liquide hydraulique. Coupez le numéro 2. Quand on coupe un moteur, c'est parce qu'on ne connaît pas la raison de la panne. Si on le laisse tourner, il peut se désintégrer. Bon, ça va mieux. Mais Danny Fitch en doute. Le problème ne peut pas venir uniquement de la perte d'un moteur. Je regardais par le hublot et j'ai immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. L'aile droite de l'appareil plongeait. Ça n'avait pas de sens, le moteur numéro 2 ne peut pas provoquer un tel comportement des ailes. Autrement dit, sa perte n'avait rien à voir avec ce que j'observais. Bill m'a dit qu'il n'arrivait pas à maîtriser l'appareil. C'est le genre de choses qui vous secoue. Alors j'ai regardé ce qu'indiquaient les instruments de vol. Le moteur défaillant a beau être coupé, l'avion ne répond pas aux commandes du copilote. Il s'incline de plus en plus à droite. On se sent très mal quand on pousse le manche à fond dans un sens, on le ramène le plus loin possible et que l'avion va dans la direction opposée. Je le tiens, Bill. Si les pilotes ne réussissent pas à récupérer l'assiette, l'appareil va se retourner.
Il a poussé le manche complètement à gauche, puis l'a tiré vers ses genoux. C'est impossible de faire ça en vol. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose de grave. Mais l'avion commençait à se retourner et il fallait l'en empêcher. Ça marche pas. Les pilotes ne parviennent plus à diriger l'appareil et la perte d'un réacteur ne peut expliquer une défaillance aussi grave. Vérifiez les jauges, Dudley. Comment sont-elles? On n'a plus de liquide hydraulique. Tous les circuits sont à zéro. Les trois? C'est impossible. Un système hydraulique complexe transmet les consignes du pilote depuis le manche aux différents équipements, tels que gouverne de profondeur, gouverne de direction ou aileron. Sans liquide dans les circuits, ces commandes de vol essentielles sont inopérantes. Le liquide hydraulique est le sang de l'avion. Il permet d'actionner les commandes de vol, de rentrer et de sortir le train d'atterrissage, de bouger les volets. C'est le système hydraulique qui fait fonctionner la plupart des équipements mobiles. Sans système hydraulique, on n'a aucun contrôle. Autant balancer le manche par le hublot. Malgré l'inutilité de leurs efforts, les deux pilotes continuent à utiliser instinctivement les commandes de vol comme si elles fonctionnaient. C'est comme conduire une voiture. Quand on dérape sur le verglas, on ne lâche pas le volant, même s'il ne sert à rien. C'est la même chose. On s'accroche aux commandes en espérant qu'il reste peut-être un peu de liquide dans les circuits. Que dit le manuel? Le DC-10 est équipé de 3 circuits hydrauliques indépendants. Si l'un vient à manquer, les 2 autres prennent le relais. Mais les 3 circuits sont vides. Je ne trouve rien sur ce genre de panne. Il y avait une chance sur 1 milliard pour qu'une telle chose se produise. On n'est pas formé pour ça, on n'a aucun entraînement, parce que techniquement, ça ne peut pas arriver. Il est désormais impossible de maîtriser l'appareil. Il risque de piquer en vrille d'un moment à l'autre. On va utiliser les moteurs. Ouais, pourquoi pas. On a improvisé au fur et à mesure. On était tous conscients qu'il n'existait aucune procédure établie. Alors on s'accrochait à tout ce qui pouvait marcher. Les pilotes tentent de diriger l'avion avec les 2 moteurs latéraux qui fonctionnent encore. Je vais ramener le numéro 1 de 10%, et vous poussez le numéro 3 de 10%, tout doucement. En ajustant la puissance des moteurs, ils réussiront peut-être à rétablir l'assiette et à voler en ligne droite. Allez-y, mollo. Les moteurs tournent à vitesse de croisière. La moindre erreur de calcul pourrait être catastrophique. L'avion commence à se stabiliser. C'est bon. Ça marche. Cette technique de pilotage improvisé semble réussir. Mais la panne du système hydraulique fait toujours courir un grave danger à l'équipage et aux passagers. On est loin de Chicago? 650 km. Il est sans doute possible d'atteindre Chicago avec 2 moteurs, mais les pilotes doutent de pouvoir atterrir sans commande de vol. Comment on va faire pour se poser? Toutes les commandes de direction de l'avion sont inutilisables. Et jamais un DC-10 privé de système hydraulique n'a atterri sans casse. 296 personnes vont y laisser la vie, à moins que les pilotes ne trouvent une solution, et vite. Le nez plonge. Qu'est-ce qui se passe? Le vol United Airlines 232 entame une descente accélérée. Dans ces cas-là, on tire sur le manche pour actionner la gouverne de profondeur et relever le nez de l'appareil. La gouverne ne répond pas. Faute de pression hydraulique, la commande n'est pas transmise. En principe, il suffit de tirer et de donner un peu de puissance pour redresser le nez. Mais là, on n'avait pas de commande. Bon, on va accélérer pour voir ce que ça donne. Les seuls équipements en état de marche sont les 2 réacteurs latéraux. On essaye 10%. Surveillez les indicateurs. Doucement. Les pilotes augmentent la puissance des moteurs. Ils espèrent ainsi créer suffisamment de portance pour relever le nez. C'était tout indiqué. La puissance crée la portance dont on a besoin. La manœuvre réussit. L'avion se redresse. Bien. Ça a marché. Doucement. Doucement. On a perdu 300 mètres. Il faut atterrir. Trouvez l'aéroport le plus proche. Depuis la panne de moteur, l'appareil n'a cessé de dériver sur la droite. Et il n'atteindra pas Chicago sans commande de vol. Il faut trouver immédiatement un endroit où atterrir en sécurité. Ici United 232, urgence à bord. Nous demandons un guidage pour l'aéroport le plus proche. Qu'est-ce qui se passe? Panne hydraulique, on va atterrir d'urgence. United 232, vous vous dirigez vers Sioux City. Cela vous convient? Va pour Sioux City. Affirmatif. Préparez la cabine. Allons bon. On grimpe maintenant. Soudain, l'avion se cabre. Conséquence, la vitesse air chute et la portance diminue sous les ailes. S'il continue son ascension, l'appareil va décrocher et s'écraser au sol. C'est quoi le problème? Prenez le moteur droit. Prêt.
Pour baisser le nez, le commandant Haynes doit réduire la puissance tout en luttant pour maintenir l'assiette. Bien. Ça a marché. J'ai senti qu'on tombait. Et j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas dans cet avion. On recommence à chuter. Poussez un peu. Doudou. Doudou. Bien. 8000 mètres. Bon sang. L'avion a encore perdu 450 mètres d'altitude. On est loin de Sioux City? Dans les 90 km. Il reste 30 minutes avant l'impact avec le sol. Ne vous inquiétez pas, Jan. L'appareil vole très bien avec deux moteurs. Quand je lui ai dit ça, elle m'a répondu « Non, Denny, j'arrive du cockpit et les deux pilotes se battent pour le maintenir en l'air. » Tout le système hydraulique a lâché. Bingo. Ça veut dire pas de train d'atterrissage, pas de bec de bord d'attaque, pas de volet, pas de commande de vol. D'accord. Dites au commandant qu'il y a un pilote instructeur sur DC-10 en cabine. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, qu'il n'hésite pas. United 232, vous demandez un atterrissage d'urgence? Affirmatif. On n'a plus de circuit hydraulique, demandons guidage vers l'aéroport. United 232, contact radar. Virez à gauche à 255. On n'est pas en état de virer à gauche. C'est trop risqué. Exact. Sioux City se trouve à gauche de l'appareil, mais pour une raison inconnue, l'avion endommagé ne peut effectuer que des virages à droite. Le forcer à tourner à gauche pourrait s'avérer catastrophique. On est en plein virage à droite. On ne peut rien faire d'autre. On essayait de suivre la route que la tour nous avait indiquée. Quand on dérivait à droite parce qu'on avait perdu le cap en manipulant les manettes, plutôt que d'appuyer à gauche, on faisait un tour complet. United 232 reçu. Virez à droite à 255. Les pilotes doivent exécuter un virage à droite précis sans l'aide des ailerons. Ils ajustent alternativement la puissance des deux moteurs pour faire tourner l'avion en détresse. Alors qu'ils amorcent le virage, le nez plonge à nouveau. L'avion accélère sa descente. On essayait de se maintenir en palier, mais comme l'avion penchait à droite, le nez plongeait quand on tournait à droite, et on risquait de se retrouver sur le dos. Il fallait éviter ça. Ils parviennent à achever la boucle, mais ils ont à nouveau perdu 300 mètres. Et Sioux City est encore à 64 km. Je crois pas qu'on atteindra l'aéroport. Il y a un instructeur sur DC-10 qui propose son aide. Ça nous a soulagés de savoir qu'un instructeur était à bord. Il aurait peut-être des idées auxquelles on ne pensait pas. Il pouvait peut-être nous aider. On était très contents qu'il se porte volontaire. D'accord, qu'il vienne. Sais-tu comment vous pouvez venir? C'est comme ça que je suis passé de passager à membre d'équipage. Je vois encore les muscles et les tendons crispés de leur avant-bras, leurs jointures toutes blanches. Tous deux tenaient le manche, chacun le sien. Et ils travaillaient en équipe pour tenter de maintenir l'avion en vol. C'était inquiétant parce que c'est un appareil qui se pilote d'une seule main, avec deux doigts. C'est la nature de la bête en temps normal. Là, c'était pas normal du tout. Poussez, Al. À vous maintenant, poussez et laissez-le revenir. On a perdu les 3 circuits hydrauliques. J'ai évalué la situation et j'en ai tiré une conclusion immédiate. Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Prenez les manettes. Il pouvait se mettre entre Bill et moi et contrôler l'alternance des poussées beaucoup plus facilement que nous. C'est bon. Tirez, tirez. Commencez à réduire. Denny Fitch doit diminuer la puissance pour stopper l'ascension de l'avion. J'ai très vite commencé à sentir comment l'avion se comportait. Non, 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 pas encore. Attendez qu'il soit en palier.
Le personnel de bord prépare discrètement l'atterrissage forcé. Ça me dit rien qui vaille. Comme la plupart des passagers, j'observais attentivement les hôtesses pour deviner à quoi elles pensaient, ce qu'elles pouvaient savoir, si elles avaient peur. Pendant quelques minutes, elles n'ont fait que nettoyer la cabine. Denny Fitch a les yeux rivés sur le manche. Il tente d'anticiper les demandes des pilotes. C'est Sioux City à droite? C'est Sioux City. L'aéroport est enfin en visuel. Normalement, les pilotes devraient commencer à réduire la vitesse pour entamer leur approche. Une tâche impossible sans commande de vol. La perte du système hydraulique les empêchait de configurer les ailes pour un atterrissage normal. Ils étaient contraints d'arriver beaucoup plus vite pour maintenir la portance. On n'avait aucun moyen de contrôler la vitesse. C'est ce qui nous inquiétait le plus. Il fallait qu'on ralentisse. Mais on ne pouvait rien faire. Même s'ils parviennent à s'aligner sur la piste, ils la toucheront beaucoup trop vite. Nul ne peut dire comment l'avion va réagir lors de l'impact. On redoutait ce qui allait se passer en se posant, parce qu'on n'arrivait pas à relever le nez en position d'atterrissage. C'était ma plus grande inquiétude. Si toutefois on atteignait la piste. Un peu à droite. Denny Fitch continue à maintenir le cap et l'assiette en alternant la puissance des deux réacteurs. Intuitivement, j'ai commencé à sentir l'avion. Je ne faisais plus qu'un avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. J'avais l'impression qu'il me prévenait de ce qu'il allait faire avant de le faire. Al Haynes. Salut Al. Denny Fitch. Bill Records. J'offre une tournée générale quand on sera sorti de là. Je ne bois pas, mais je vous jure que je ferai une exception. On courait à la mort. Nous et les passagers. Le vol 232 est à moins de 10 minutes d'un atterrissage quasi impossible. On n'attend aucun survivant. Pompiers et secouristes se préparent au pire. Alors que l'avion approche de l'aéroport, le commandant Haynes décide qu'il est temps d'expliquer la situation aux passagers. Mesdames et messieurs, ici le commandant Haynes. Vous avez dû vous rendre compte que nous avons des difficultés à maîtriser l'avion. Nous allons tenter un atterrissage d'urgence à Sioux City. Nous nous poserons environ dans 8 minutes. Nous contrôlons l'appareil au maximum de nos possibilités, mais vous devez comprendre que nous risquons de nous cracher. Veuillez revoir les consignes de sécurité. Ça va être la Pire expérience de votre vie, et vous devez être prêt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous ramener à terre, mais nous avons besoin de votre coopération. Le commandant Haynes a voulu être le plus honnête possible. Il n'a pas cherché à édulcorer la vérité. Il nous a prévenus que nous courions un grave danger. J'étais persuadé que ma dernière heure était venue. L'issue était des plus incertaines. Tout le monde a réalisé que l'avion allait subir de graves dommages et qu'il y aurait des blessés ou pire parmi les passagers. Bon, posons cet oiseau. À 2700 mètres du sol et à moins de 10 minutes de l'aéroport, l'appareil vole encore beaucoup trop vite pour atterrir sans danger. Au lieu d'être à 120, 140 nœuds, la vitesse normale, ils allaient à plus de 200 nœuds, bien trop vite pour maîtriser l'appareil. Cela signifie que l'impact va être beaucoup plus violent et qu'ils vont avoir besoin de beaucoup plus de place pour atterrir. De plus, leur marge d'erreur est extrêmement réduite. Qu'est-ce que vous en dites? Je sors le train? Allez-y. Sortir le train d'atterrissage ralentira l'avion. Sans système hydraulique, les pilotes doivent le libérer manuellement et compter sur la gravité pour le verrouiller. Pourvu que ça marche. Si le train ne se verrouille pas, l'avion est condamné. Vers partout. Le train a